Bonsoir à tous. Un grand merci à l'AIHP pour cette invitation et cette discussion sur le psoriasis ce soir. Donc, nous allons commencer avec une première partie qui sera réalisée par Florence Hassan sur la physiopathologie du psoriasis et la recherche très active depuis des années dans la thématique du psoriasis. Et une deuxième partie sera consacrée à la prise en charge thérapeutique puisque, comme vous le savez, de nombreuses thérapies sont maintenant disponibles pour prendre en charge les patients atteints de psoriasis. Donc, nous allons pouvoir commencer dès à présent. On peut poser donc des questions sur le chat avec plaisir et nous y répondrons à la fin des deux présentations pour permettre plus d'échanges. Bonsoir à tous, je vous remercie de participer à ce webinaire. Donc, je fais actuellement ma thèse de sciences à l'Institut Imagine et donc je vais vous présenter cette première partie sur la physiopathe du psoriasis. Après donc une brève introduction, on va parler principalement de la physiopathologie du psoriasis en plaques. Et ensuite, comme perspective de recherche, je vais vous présenter l'intérêt des modèles monogéniques et des cas génétiques de psoriasis qui permettent de mettre en évidence des cibles thérapeutiques. Donc, comme vous le savez déjà sûrement, donc le psoriasis vulgaire ou en plaques est une dermatose inflammatoire fréquente qui touche environ 5% de la population occidentale. En plus de la forme en plaques, il y a dans 40% des cas une forme palmoplantaire qui est difficile à traiter. La forme érythrodermique, qui est caractérisée par une atteinte de plus de 90%, est rare. Et dans 15 à 20% des cas, il y a un rhumatisme psoriasique associé. Principalement, c'est une interaction gène-environnement et c'est un terrain génétique prédisposé dans un environnement donné qui va conduire à l'apparition du psoriasis. Et il est également associé à des comorbidités inflammatoires comme les spondylarthrite, cardiovasculaires, surpoids, obésité et psychiatrique. Histologiquement, donc en rappel, le psoriasis est caractérisé par une acanthose. On a une hyperkératose parakératosique avec donc une persistance des noyaux dans les cellules superficielles qui donc rentrent en pycnose. On a une hyperprolifération de l'épiderme, des kératinocytes associés à une différenciation anormale et une expression induite des cytokératines 6, 16 et 17. Par ailleurs, donc, il y a un infiltrat dermique et épidermique de cellules inflammatoires qui sont innées et adaptatives. Donc ensuite, pour la physiopathologie du psoriasis en plaques, les différents acteurs qu'on va revoir en détail tout à l'heure, il y a des cellules de l'immunité innées et adaptatives, innées avec les kératinocytes primaires en premier, donc qui sont vraiment des cellules inflammatoires innées qui jouent un rôle à la phase initiale du psoriasis, les neutrophiles, les macrophages, les cellules dendritiques. On a les cellules adaptatives, classiques avec les lymphocytes T, TH1 et surtout TH17, les T résidents mémoire. Et puis, ces cellules décrites relativement récemment, les innate lymphocyte cells, qui sont des lymphocytes, mais qui sont innés. Qui ont donc des caractéristiques plutôt de cellules innées et qui vont sécréter, qui sont surtout donc de type 3 dans le psoriasis et qui vont sécréter également des cytokines de la voie TH17. Donc, initialement, ça se passe dans l'épiderme, la phase initiale, où il y a un stress exogène, donc que ce soit mécanique ou par exemple des acides nucléiques ou un virus qui va stresser le kératinocyte, qui va libérer des peptides antimicrobiens, donc comme la catélicidine, les bêta-défensines ou la protéine S100. Donc, c'est notamment la catélicidine ou LL37 qui est particulièrement décrite intéressante. Et donc, d'une part, sécrète ces peptides antimicrobiens et d'autre part, va sécréter des cytokines pro-inflammatoires, dont l'interféron bêta, l'IL-8, l'IL-36 et l'interleukine 1 bêta. Ces cytokines pro-inflammatoires vont stimuler et attirer les neutrophiles et les macrophages dans l'épiderme et dans le derme. Et par ailleurs, ces peptides antimicrobiens, donc le LL37, va former des complexes avec de l'ADN extracellulaire, donc du SOI, qui vont stimuler les cellules dendritiques plasmacytoïdes via leur TLR, donc notamment le TLR9. Et ces PDC vont produire du TNF alpha et l'interféron alpha.
Donc déjà, on voit qu'il y a une première cible thérapeutique potentielle, donc avec les anti-TNF. Les PDC, elles sécrètent énormément d'interférons alpha à l'échelle cellulaire. On a vu donc tout à l'heure, les kératinocytes vont sécréter, ils ne sécrètent pas l'interféron alpha, mais l'interféron bêta, qui appartiennent aussi à l'interféron type 1. Et même si les kératinocytes sécrètent peu à l'échelle cellulaire d'interféron bêta, il y a tellement de kératinocytes dans l'épiderme que ça représente un des types cellulaires qui représente le plus d'interféron type 1. Mais donc, en gros, on a interféron alpha PDC, interféron bêta kératinocyte. Et donc, ces PDC, en sécrétant l'interféron alpha et le TNF-alpha, va stimuler les cellules dendritiques myéloïdes ou conventionnelles qui vont elles-mêmes sécréter dans le derme de l'IL-12 et l'IL-23. Donc, à nouveau, on a des cibles thérapeutiques comme l'IL-23 et la sous-unité commune de l'IL-12 et l'IL-23. Et donc, l'IL-12 et l'IL-23 vont respectivement polariser les lymphocytes T en réponse, donc TH1 pour l'IL-12 et plutôt donc TH17 pour l'IL-23, même si ce n'est pas si simple que ça, parce que l'IL-23 a aussi un effet sur la réponse TH1 et la sécrétion d'interféron gamma, mais en gros, pour être schématique, c'est IL-12, TH1, IL-23, TH17. Et cette IL-23 va permettre donc cette différenciation en TH17. Elle va également activer les innate lymphocyte cells, les ILC dont on parlait tout à l'heure, et les activer en forme ILC3, et également activer les T résidents mémoire. Ces lymphocytes TH17, si on regarde à la surface de la cellule, le récepteur à l'IL-23 est connecté donc à deux molécules TYK2 et JAK1 qui permettent la transduction du signal. Donc, on va revoir dans quelques diapos plus précisément TYK2 et JAK1, mais donc elles sont intéressantes également pour être potentiellement des cibles thérapeutiques. Les lymphocytes TH17 expriment également donc, le facteur de transcription aurore gamma-T qui fait également l'objet d'essais en cours. Et puis en plus des lymphocytes TH17 classiques, récemment, il a été décrit d'autres types de lymphocytes T, donc les T gamma delta, qui sont des cellules également innées, et les MATE17, qui ont un rôle notamment dans les barrières épithéliales et qui sécrètent énormément d'IL-17. Donc, ces lymphocytes TH17 vont sécréter essentiellement de l'IL-17A, qui est un des effecteurs majeurs du psoriasis. Il y a aussi donc l'IL-17F et l'IL-22. Et cette interleukine 17A a deux effets principaux sur les kératinocytes. D'une part, donc en se fixant sur les récepteurs à l'IL-17, une hyperprolifération kératinocytaire, et d'autre part, il va stimuler le kératinocyte à sécréter encore plus de cytokines inflammatoires, dont IL-8, IL-36 et CCL20. Et donc, on a une boucle d'amplification, un cercle vicieux où le kératinocyte va sécréter encore plus de CCL20 qui va attirer encore plus d'IL-17, de TH17 qui va sécréter encore plus d'IL-17, et donc on a un cercle vicieux entre le CCL20 et l'interleukine 17. Et donc, au total, on a un kératinocyte qui prolifère, qui active sa voie NF-kappa-B, qui présente des anomalies de différenciation, donc ça qui explique l'allongement des crêtes histologiquement et l'hyperkératose et les squames cliniquement. On a une activation de l'angiogenèse qui permet d'apporter encore plus de cellules inflammatoires, qui explique l'érythème et le signe de la rosée sanglante, où en fait les petits points rosés, quand on enlève la squame, c'est les têtes des crêtes dermiques qui sont hypervascularisées. Et enfin, donc on a l'activation de lymphocytes T résidents mémoire, qui sont des CD8, CD103+, donc qui ont un tropisme cutané et qui sont source d'interleukine 17A, 22 interféron gamma. Ils restent dans la peau, ils résident et ils prolifèrent dans la peau grâce à l'IL-23 qui les maintient en expression tissulaire cutanée, et ils restent à long terme dans les lésions, même après le blanchiment des lésions, et ce qui explique que souvent les plaques récidivent au même endroit. Et donc ces résidents mémoire ne sont pas seulement décrits dans le psoriasis, ils sont également décrits dans d'autres dermatoses inflammatoires, comme le pus cutané ou les toxidermies, puis également dans des maladies inflammatoires non cutanées. Et ces résidents mémoire, donc récemment, ont été décrits comme ayant une stimulation réciproque via les germes commensaux de la peau, où les germes commensaux de la peau stimulent les kératinocytes à sécréter du CCL20, qui permet notamment aux résidents mémoire de rester dans la peau et de sécréter de l'IL-17.
Donc, en récapitulant, il y a un stress exogène qui stimule le kératinocyte qui va sécréter des cytokines pro-inflammatoires et des peptides antimicrobiens. On a une stimulation des PDC qui stimule les cellules dendritiques myéloïdes. Ces cellules dendritiques myéloïdes vont permettre une polarisation TH1 et surtout TH17, avec les lymphocytes T classiques TH17, mais aussi d'autres, donc les MATE, les T gamma delta, les ILC, qui vont sécréter l'interleukine 17 et l'interleukine 22, qui va activer le kératinocyte et qui va hyperproliférer et produire encore plus de cytokines pro-inflammatoires. Les facteurs déclenchants des poussées, donc c'est notamment donc les infections, donc classiquement on apprend bactériennes, mais également virales et également donc notamment ORL, comme donc récemment Émilie Bignon avait rapporté donc des patients qui présentaient des poussées de psoriasis post-infection virale ORL, où les principaux virus retrouvés étaient rhinovirus, coronavirus, donc c'était avant le Covid-19. On a aussi les acides nucléiques endogènes ou exogènes qui peuvent favoriser les poussées, donc endogènes suite à des cicatrices ou des lésions de grattage ou des ARN endogènes cellulaires, et également des acides nucléiques exogènes via les virus, mais également les vaccins ARN. On a le tabac, les médicaments donc conventionnels, c'est principalement les bêta-bloquants, les autres médicaments étaient plus discutés, et avec les médicaments avec effet inflammatoire direct, c'est l'interféron thérapeutique, les anti-TNF par le PSO paradoxal, mais qui est une physiopathe un peu particulière, et donc les checkpoint inhibiteurs également. On a donc les traumatismes par les cicatrices post-opératoires et donc par l'effet Koebner, sans qu'on sache vraiment la part du traumatisme mécanique en lui-même via les mécanorécepteurs ou la libération d'acides nucléiques comme facteur déclenchant, et enfin donc le stress psychologique. Juste donc un petit focus sur la voie de JAK-STAT et sur TIC2 dont on a parlé tout à l'heure. Donc la voie de JAK-STAT, comme vous savez, c'est une voie d'activation inflammatoire qui est présente dans tous les types cellulaires, qui est pléiomorphe, et où en gros il y a un récepteur, on ne voit pas grand-chose sur... mais il y a la cytokine qui se fixe sur le récepteur se dimérise et il va recruter des JAK, qui va recruter des STAT qui vont s'autophosphoryler, et les STAT phosphorylés vont passer dans le noyau pour transcrire des gènes pro-inflammatoires. Et en fonction de la cytokine, du récepteur et du type cellulaire, on a des couples différents de JAK et de STAT, donc sur lesquels on peut jouer par cible thérapeutique. Et notamment, donc on a le tofacitinib qui est un pan-JAK inhibiteur, qu'on utilise dans le rhumatisme pso notamment, mais donc pas dans le pso sans rhumatisme associé. Le ruxolitinib qui a plutôt une indication hémato. Et au sein de cette voie de JAK-STAT, on a TIC2 qui permet la transduction du signal sur le récepteur, donc à l'IL12, IL23, mais également, d'où son intérêt, également sur le récepteur à l'interféron type 1, donc récepteur interféron alpha et bêta. Et donc on voit que TIC2 il joue un rôle à la phase plus précoce, donc kératinocytaire et PDC, et également à la phase un peu plus tardive. Et donc actuellement, il y a le deucravacitinib, qui est un inhibiteur de TIC2, qui est en cours de développement dans le psoriasis en plaques. Aussi pour montrer que TIC2 est intéressant dans le psoriasis, des variants TIC2 ont été associés à un risque augmenté de pso, donc, ce qui montre le rôle de cette molécule dans le développement du psoriasis. Enfin, donc, sur les perspectives de recherche, je vais vous parler d'exemples de modèles génétiques et l'intérêt de ces modèles monogéniques pour mettre en avant des voies physiopathes et ou des cibles thérapeutiques. En gros, quand on s'intéresse dans la part génétique, dans l'apparition des maladies, on peut voir ça un peu comme un spectre, où dans le cas le plus fréquent, on est à droite du schéma, donc pas la partie encadrée, la partie à droite, où c'est un modèle polygénique dans lequel il y a des facteurs génétiques multiples, donc plein de variants qui s'additionnent, qui ont des petits effets, et dans un environnement donné, donnent une prédisposition à une maladie. Et donc c'est par exemple ce qu'on a pour l'hypertension, pour le B7 ou la dermatite atopique, et c'est le modèle qui est considéré comme étant dominant dans le psoriasis en plaques, même si c'est sujet à question. De l'autre côté du spectre,
On a le modèle monogénique ou mendélien, qui est le cas caricatural. On a un gène, une mutation unique, qui a un effet majeur sur une voie de données. Et c'est par exemple ce qu'on va trouver dans la fièvre méditerranéenne familiale, les cryopyrinopathies, l'urticaire au froid, et notamment donc, le DITRA avec les mutations IL-36. Ces modèles sont considérés comme rares dans le pseu en plaques, mais ils sont informatifs parce que les voies qui sont dérégulées dans ces modèles rares sont également dérégulées dans les formes fréquentes et permettent de mettre en lumière des potentiels cibles thérapeutiques. Donc là, on va surtout parler de 4,14 IL-36RN. Donc il y a également un P1S3. Dans des cas particuliers de psoriasis en plaques associés à l'interféron, donc il y a des mutations dans IFIH1, des DX58 qui ont été décrites dans des cas familiaux. Et puis plus récemment, la serpine A3, qui est donc qui code pour une protéine qui inhibe les protéines les enzymes de clivage d'interleukine, donc on va voir tout à l'heure, et la myéloperoxydase. Donc, tout d'abord, CART14. Donc, CART14, c'est un activateur kératinocytaire de la voie NF-kappa B. Donc, on se situe dans le kératinocyte par rapport au schéma de tout à l'heure. Et quand CART14 est activé, il active NF-kappa B qui va permettre au kératinocyte de sécréter encore plus d'interleukines pro-inflammatoires. Et donc, les mutations qui sont décrites sont autosomiques dominantes. Donc, il suffit d'une seule copie d'être hétérozygote pour avoir le phénotype. Les mutations, comme vous voyez sur le schéma en bas à gauche, peuvent être à différents endroits de la protéine. Et c'est des mutations gain de fonction, ça veut dire que CART14 fonctionne trop bien, donc il hyperactive NF-kappa B qui fonctionne trop bien dans le kératinocyte. Les phénotypes associés qui ont été décrits, c'est le pseu en plaques, le pseu-pustuleux généralisé, la pustulose palmoplantaire, donc qui est une pustule des paumes et des plantes qui respecte la matrice de l'ongle. Ça a été également associé dans le pityriasis rubrapilaire, donc cette dermatose inflammatoire proche du psoriasis avec des hyperkératodermies palmoplantaires orangées, et ce qu'on appelle les CAPE, donc c'était les CART14 Associated Pustulosis Eruption, qui sont donc des éruptions érythématoses squameuses de l'enfant orangées qui ressemblent au psoriasis. Et donc les patients avaient des cas familiaux donc, de cette éruption psoriasiforme. AP1S3, donc on va en parler plus rapidement parce que la causalité et la physiopathologie est moins bien établie. En gros, il code pour une protéine qui appartient à un complexe de translocation des TLR dans les cellules. Les mutations décrites sont autosomiques dominantes et ce serait par perte de fonction d'AP1S3. Et les phénotypes associés, c'était le pseu-pustuleux généralisé, l'acrodermatite continue de Halopo, comme vous voyez donc sur la photo, qui sont des pustuloses acrales qui détruisent la matrice de l'ongle, et la pustulose palmoplantaire. Et donc enfin, donc une des plus importantes, la voie IL-36. Donc l'IL-36 est une interleukine qui appartient à la famille IL-1, qui a une expression cutanée et qui joue un rôle important dans l'inflammation kératinocytaire. Il y a trois acteurs principaux. Il y a le récepteur transmembranaire à l'IL-36. Il y a les sous-unités activatrices l'IL-36 alpha, bêta et gamma, donc qui activent ce récepteur pour augmenter l'inflammation. Et on a la sous-unité inhibitrice l'IL-36 RA qui permet entre guillemets de freiner quand il y a trop d'inflammation pour inhiber le signal trop inflammatoire dans les cellules. Et donc, ces différentes cytokines, donc IL-36 alpha, bêta, gamma ou antagonistes, ont besoin d'être clivées pour être actives par différentes enzymes de clivage qui sont présentes dans les nets donc de la nettose des trappes extracellulaires neutrophiliques. Donc, ce qui avait été décrit donc il y a plusieurs années par l'équipe d'Hervé Bachelez étaient des patients, donc des familles consanguines qui présentaient donc un pseu-pustuleux généralisé familial qui ségrégeait selon un mode autosomique récessif. Donc on voit il y avait surtout donc du pseu-pustuleux généralisé, mais il y a également une acrodermatite de Halopo, des langues géographiques. Et ces patients présentaient une mutation homozygote, donc il y avait les deux copies du gène qui étaient mutées, dans l'antagoniste, justement, qui permet de freiner. Et donc ces mutations entraînent une perte de fonction de cet antagoniste qui fait qu'il n'y a plus le frein, donc il n'y a plus l'inhibition de la voie IL-36, donc il y a trop d'activation de l'IL-36. Et donc c'est ça qui définit le DITRA, qui est le Deficiency of Interleukin 36 Receptor Antagonist. Dans la peau de ces patients, on a une hyperexpression d'IL-36 gamma dans les kératinocytes,
pas du tout dans les pustules de neutrophiles, et donc par rapport au contrôle sain ou aux lichens qui n'ont pas cette hyperexpression. Et donc, ces mutations de l'IL36RN permettent de mettre en lumière le rôle central qu'a l'IL36 dans le psopustuleux généralisé. En fait, ce qui se passe, en haut du schéma, l'IL36 se fixe sur le récepteur et il n'y a pas le frein de l'antagoniste. Donc, il y a une hyperactivation du kératinocyte via la voie NF-kappa-B qui est régulée donc par APNS3 et CART14. Donc, le kératinocyte va sécréter des cytokines pro-inflammatoires qui vont attirer les neutrophiles, les lymphocytes et activer les PDC. Et le kératinocyte va aussi produire donc, les préformes des interleukines 36 alpha, bêta, gamma, qui vont passer donc, par la netose pour être activées. Et donc, c'est là où, en cas de mutation de la serpine, dont on a parlé rapidement tout à l'heure, s'il n'y a pas de serpine qui régule ce clivage, il peut y avoir trop de clivage de ces enzymes qui sont hyperactives. Et donc là, boucle d'amplification, parce qu'il y a plus d'interleukine qui est produite, elle se fixe encore plus sur le récepteur, et comme il n'y a pas d'antagoniste, ça fait à nouveau un cercle vicieux d'inflammation. Donc, chez ces patients qui ont un psopustuleux généralisé, tous ne sont pas mutés pour l'IL36RN, et donc c'est à peu près 1/5 des PPG qui ont une mutation IL36RN. Et même chez les patients non mutés, le spézolimab, qui est un anticorps monoclonal qui cible l'IL36 récepteur, donc qui est approuvé dans le PPG, est également efficace. Donc, ce qui montre que les PPG qui ne sont pas mutés dans l'IL36RN ont également une hyperactivation de l'IL36 qu'on ne connaît pas à ce jour. Par ailleurs, dans le pso en plaques, dans les formes familiales, il n'y a pas de mutation IL36RN qui est décrite, mais on a quand même une surexpression des sous-unités de l'IL36. Donc, ce qui montre que ces deux entités partagent des voies physiopathes communes et donc qui permet de faire le lien entre ces formes rares monogéniques et les formes fréquentes plus complexes, et ce qui permet de découvrir potentiellement des cibles thérapeutiques. Donc, en conclusion, le psoriasis, qui est une dermatose inflammatoire fréquente, la boucle d'amplification du pso en plaques, c'est un trigger qui stresse le kératinocyte, qui va stimuler les PDC et les cellules dendritiques myéloïdes, qui va activer les lymphocytes en TH1 et surtout TH17, et qui va activer à nouveau les kératinocytes. À la phase aiguë, on a le rôle de l'interféron type 1 avec alpha par les PDC et bêta par les kérates. Et donc, on a par ailleurs une mémoire tissulaire qui est médiée par les T résidents mémoire. Et on n'a pas du tout parlé, mais aussi les cellules souches épithéliales qui permettent une mémoire tissulaire locale. Les cytokines et voies de signalisation permettent sont des cibles thérapeutiques, et les modèles génétiques sont plus fréquents qu'il n'y paraît. Ils expliquent les formes plus fréquentes, en allant du cas rare caricatural au cas plus fréquent, plus complexe, et permettent non seulement de découvrir des cibles thérapeutiques, mais aussi une médecine stratifiée, personnalisée, où peut-être qu'au final, on verra plus le pso comme une maladie de pso, mais plus certains patients qui auront un pso plutôt drivé par l'interféron, d'autres l'IL17, d'autres le neutrophile, et qui permettra de stratifier les biologiques, les traitements. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Merci beaucoup, Florence. Merci pour cet effort de vulgarisation là, en immunologie qui est bien utile pour des personnes comme moi, pour qui c'est un souvenir lointain. Et j'ai appris cette notion de lymphocyte inné. Tu pourras peut-être nous en dire plus tout à l'heure. Ce qui est intéressant en dermatologie et ce qu'on a du mal à comprendre, c'est dans beaucoup de maladies inflammatoires, c'est la localisation des lésions. Il y a des pistes, notamment sur le type de fibroblaste qui explique les lésions différentielles dans le vitiligo. Là, tu as parlé des lymphocytes T mémoire qui expliquent la récurrence des plaques au même endroit. Par contre, on ne sait pas encore pourquoi ces lymphocytes T mémoire ils sont dans cet endroit de la peau. On sait pourquoi ça revient à ce moment-là, mais on ne sait pas ce qui les conduit ici initialement. Non, pas tellement. Il y a des travaux d'Irène Gallet-Cérézal qui travaille à Besançon, qui a travaillé sur les T résidents mémoire dans le pso, et dans laquelle elle étudiait également des peaux non lésionnelles de patients qui avaient un pso. Et chez ces patients-là, il y avait quand même aussi plus de T résidents mémoire
comparativement à des contrôles simples, hein, des sujets non atteints de psoriasis. Et dans son travail de thèse, c'est là où ce qu'elle explique, c'est potentiellement que les commensaux, notamment fongiques comme le candida, activent les kératinocytes à sécréter beaucoup de CCL20 et que c'est cette interleukine CCL20 dans le derme et l'épiderme qui attire les térésidents mémoire. Par contre, ce qui n'est pas clair, c'est pourquoi chez les patients pso, ces kératinocytes sont plus sensibles à ces commensaux, à ces peptides commensaux. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, soit des phénomènes soit génétiques ou épigénétiques qui hyperactivent les kératinocytes qui vont attirer les térésidents mémoire. Merci beaucoup. Et pour faire le lien avec la deuxième partie, finalement, après ce que tu nous as montré, il y a quand même beaucoup de voies thérapeutiques qui ont été exploitées là dans le psoriasis. Est-ce qu'il reste beaucoup de place pour des nouveaux traitements ? Il y a encore quand même beaucoup de patients qui rechutent après quelques mois de traitement. Donc, je pense que d'une part, pour enrichir l'arsenal thérapeutique en cas d'échec ou de résistance secondaire, et puis également pour justement la médecine plutôt stratifiée, ou peut-être que dans quelques années, plutôt que de commencer par un anti-TNF, on ciblera plus TIC2 en cas de pso lié à l'interféron, plus la voie IL-17 ou la voie orgamatée si les patients ont une signature plus IL-17, plus neutrophilique. Donc peut-être aussi pour arriver à une meilleure stratification des thérapeutiques aux patients existantes. Merci beaucoup et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra et Florence y répondra avec grand plaisir à la fin de l'intervention. Donc, on va passer à l'actualité dans la prise en charge du psoriasis. En débutant par quelques généralités, on va aller très vite. Hein. On l'a déjà dit, le psoriasis cutané, c'est une maladie inflammatoire qui est chronique et qui peut également toucher les articulations. Entre 10 et 20% des patients ont un rhumatisme articulaire associé. Et pour la majorité des patients, ça se présente sous forme de poussées entrecoupées par des périodes de rémission qui sont plus ou moins longues. Et donc, l'immense majorité des patients nécessitent des traitements topiques. Et il y a un petit pool de 10, 15, 20% des patients qui ont des poussées quasi continues et qui vont avoir besoin de traitements systémiques. Et donc, ça va être l'intérêt de cette présentation. Rappelez également que tous ces traitements sont des traitements suspensifs et qu'à leur arrêt, il y a une rechute du psoriasis, alors selon le type de médicament qui est plus ou moins rapide, mais il y a systématiquement une rechute. On commence par les traitements topiques parce que c'est des traitements qui sont prescrits, quelle que soit la sévérité du psoriasis. Dans les formes minimes, c'est le traitement de choix. Et dans les formes les plus sévères, finalement, il y a toujours des zones qu'on a du mal à traiter, comme les organes génitaux, comme le cuir chevelu. Et donc, ça reste des traitements qui sont donnés en plus, qui peuvent être donnés en plus des traitements systémiques. Actuellement, il y a 3 types de traitements différents. Les dermocorticoïdes, qui sont des traitements non spécifiques, qu'on donne largement dans les dermatoses inflammatoires, qui existent sous différentes galéniques. Les pommades, pour quand il existe une xérose associée, les crèmes qui sont moins grasses, les lotions pour le cuir chevelu. Et cette utilisation de dermocorticoïdes, elle va être limitée par les effets secondaires, puisqu'il y a un passage systémique. Et donc, on limite également la quantité de dermocorticoïdes, sinon on s'expose au risque de diabète, d'ostéoporose, comme une corticothérapie générale. Voilà, on est limité à cause de ces effets secondaires. On a d'autres traitements à disposition, les analogues de la vitamine D, et puis ceux qui sont le plus souvent prescrits, c'est l'association entre ces dermocorticoïdes et les analogues de la vitamine D qu'on connaît sous le nom de Dévobet, qui existe ou dans Stylar, qui existe sous toutes les formes, pommade, gel, mousse, pour tous les types de localisation et qu'on applique comme les dermocorticoïdes 1 fois par jour. Alors, une fois qu'on a mis en place ces traitements et que ça permet d'améliorer les lésions, il y a souvent une question qui revient, qui est celle de l'arrêt, la décroissance lente des traitements topiques, l'arrêt brutal, le traitement de maintien.
Et jusque-là, il y avait peu de données dans la littérature pour savoir quoi faire. Finalement, il y a eu un premier essai dans le psoriasis. Il y a plus de données dans la dermatite atopique, mais dans le psoriasis, ce premier essai extrêmement intéressant puisqu'il incluait donc des patients avec un psoriasis minime qui étaient mis en rémission avec l'utilisation de calcipotriène bêta-méthasone. Et une fois en rémission, ils étaient randomisés pour recevoir un traitement de maintenance, donc l'association 2 fois par semaine ou un véhicule placebo, donc quand même une crème émolliente. Et le critère de jugement, c'était celui de la première rechute après 52 semaines de suivi. Qu'est-ce que nous disent les résultats? Vous avez ici une courbe de Kaplan-Meier où la courbe supérieure représente les patients qui avaient le traitement de maintenance. Donc, on voit clairement que les patients qui ont ce traitement de maintenance rechutent moins que les patients chez qui on a arrêté brutalement les topiques actifs, mais qui avaient quand même un émollient. Donc, les auteurs concluaient à la supériorité du traitement de maintien par calcipotriène et bêta-méthasone. Et quand on regarde de plus près quand même, on voit que le temps à la première rechute dans le groupe maintenant, c'était de 56 jours, 2 mois, alors que dans le groupe émollient, on était à 1 mois de rechute. Donc finalement, le différentiel entre les deux, il est statistiquement significatif. En pratique, il n'y a pas une énorme différence et donc ça va dépendre des patients qu'on a en face de nous et de leur anxiété. Et donc, c'est des choses qu'on peut discuter avec eux, voilà, qui ne donnent pas de réponse définitive sur il faut absolument maintenir un traitement 2 fois par semaine parce que quand on regarde les délais à la rechute, on n'est quand même pas impressionné par la différence. Mais encore une fois, pour les patients anxieux, c'est une façon aussi de leur dire qu'ils rechuteront plus lentement. Il y a des nouveautés thérapeutiques dans les traitements topiques et donc je vais vous en présenter 2. Le premier, c'est le roflumilast, qui est un inhibiteur de la phosphodiestérase 4 que vous connaissez sous forme orale, l'aprémilast, qui a une autorisation de mise sur le marché dans le psoriasis cutané et dans le rhumatisme psoriasique. Également dans les aftes récidivants d'ailleurs pour la maladie dans le cas de la maladie de B7. Et donc, il y a eu une forme topique de ces inhibiteurs de phosphodiestérase 4 avec des résultats qui étaient intéressants en phase 2, si bien qu'il y a eu 2 essais parallèles qui ont été conduits de phase 3 avec environ 400 patients, 300 dans le groupe roflumilast avec une dilution de 0,3%, une application par jour et qui était comparée à un placebo émollient. C'était principalement des patients nord-américains avec un psoriasis qui était quand même modéré, enfin un PASI qui était relativement important. Il y avait entre 2 et 20% de la surface cutanée corporelle qui pouvait être atteinte. Et puis, il y avait un petit groupe de patients dont on va reparler qui présentaient un psoriasis inversé. Un psoriasis inversé, c'est des localisations en plaques des plis et donc qui perdent le côté squameux à cause de la macération. Donc, on retrouve en axillaire, on trouve sous-mammaire ou des plis inguinaux. Le critère de jugement, c'était une rémission complète ou quasi complète du psoriasis après 8 semaines de traitement. Vous avez ici les principaux résultats des 2 études. Une fois qu'on avait enlevé l'effet placebo, finalement, 40% dans Dermis 1 et 30% dans Dermis 2 des patients étaient en rémission complète ou quasi complète. La taille d'effet est moyenne, mais on était quand même sur des psoriasis qui étaient importants et donc avec un critère de jugement qui est assez solide, le fait d'être en rémission complète. Donc, c'était quand même des résultats intéressants. Et puis, ce sous-groupe de patients qui avaient un psoriasis inversé, vous voyez au contraire que 50 à 66% d'entre eux étaient en rémission de leur maladie une fois qu'on avait enlevé l'effet placebo. Donc, c'est vraiment une taille d'effet, là, pour le coup, importante. Peu d'effets indésirables, aucun effet indésirable grave, des diarrhées, donc un passage systémique du roflumilast, puisqu'on sait que les inhibiteurs de phosphodiestérase 1, durant les premières semaines d'utilisation, donnent des troubles digestifs et des diarrhées, et puis quelques irritations du site d'application, mais pas énormément. Et donc, en conclusion, une réponse, un rapport de bénéfice-risque intéressant du roflumilast topique chez les patients atteints de psoriasis.
Le deuxième topic qui a été évalué, qui a fait l'objet de 2 essais de phase 3, c'est le tapinarof crème, qui est un agoniste des récepteurs des hydrocarbures aryliques. C'est un facteur de transcription qui va avoir plusieurs effets. Celui de moduler la réponse inflammatoire en diminuant la différenciation des lymphocytes en TH17, des lymphocytes T4 en TH17, qui va augmenter la réponse antioxydante et qui va restaurer également la barrière cutanée en augmentant la synthèse de la filagrine. Donc là encore, 2 essais parallèles avec 500 patients dans chacun des essais, 350 qui étaient traités par le tapinarof avec une application par jour là aussi. La même population, une population nord-américaine, là aussi un psoriasis minime à modéré, un PASI important, hein, c'est une atteinte cutanée vraiment importante, ce score de sévérité à 10 là. Et puis le même critère de jugement, rémission complète ou quasi complète à la 12e semaine de traitement. Alors, pour le résultat, une fois qu'on avait retiré l'effet placebo, 30% des patients étaient en rémission complète ou quasi complète, donc un petit peu en deçà des essais sur le roflumilast topique. Peu d'effets indésirables graves. Par contre, beaucoup de réactions au site d'application, beaucoup de folliculites qui étaient rapportées, d'eczéma de contact. Donc, une efficacité du tapinarof par rapport au véhicule topique, mais des effets indésirables cutanés importants au site d'application. Quoi qu'il en soit, ces essais en parallèle ont conduit, et pour le roflumilast et pour le tapinarof, à l'obtention d'une AMM par la FDA, et c'est des dossiers qui vont être examinés probablement à l'EMA dans les mois qui arrivent pour une autorisation européenne. Qu'en est-il des traitements systémiques? On est passé avant les années 2000 à 3 traitements systémiques en France qui étaient la citrétine, la cyclosporine et le méthotrexate, à une quinzaine de molécules qui sont maintenant commercialisées pour le psoriasis, et donc une explosion des traitements biologiques permise par ce que Florence a décrit dans la première partie, à savoir une meilleure compréhension physiopathologique de la maladie. Donc, la question maintenant, quand on a un patient atteint de psoriasis, c'est pas, c'est quel choix parmi l'ensemble de ces possibilités. Alors, il y a une réglementation qui fait que ces traitements biologiques, on a accès après l'échec d'au moins un traitement non biologique, à l'exclusion de la Primilast, mais voilà, il faut quand même réfléchir à quel est le bon traitement pour un patient donné. Donc, je vais revenir sur on peut en parler maintenant des différentes catégories. Donc là, les traitements non biologiques, on les a évoqués. La Primilast, c'est une petite molécule, c'est le traitement dont on parlait, qui est un inhibiteur des phosphodiesterase 4. Et puis, le TIC dont nous a parlé Florence, le deucravacitinib, qui n'a pas encore d'AMM et de remboursement en France, mais cela aussi ne va pas tarder à arriver. Pour les traitements biologiques, donc, il y a 4 classes thérapeutiques différentes pour le psoriasis en plaques. Les anti-TNF-alpha, au nombre de 4, l'infliximab, l'étanercept et l'adalimumab, qui sont les plus anciens, et le certolizumab, qui avait des indications dans les rhumatismes inflammatoires et qui a eu une indication dans le psoriasis cutané plus récemment en 2017 ou 2019, je ne me souviens plus. Les anti-L12-23 avec l'ustekinumab, 4 anti-L17, les premiers en 2016, le dernier cette année en 2022, le bimekizumab, un traitement dont on parlera qui est extrêmement efficace, et puis 3 anti-L23 avec le tildrakizumab, le guselkumab et le risankizumab. Donc énormément de traitements. Le spézolimab dont Florence a parlé dans le traitement du psoriasis pustuleux généralisé, à une AMM américaine, japonaise et quasiment une AMM européenne, mais nous n'en reparlerons pas. Là, on s'est attardé sur l'atteinte en plaques du psoriasis. Donc finalement, une accélération des possibilités thérapeutiques, et donc un choix un choix thérapeutique qui va reposer à la fois sur la balance bénéfice-risque de la molécule,
sur les caractéristiques des patients, ses comorbidités, et puis sur les caractéristiques du psoriasis, la sévérité de l'atteinte, son étendue, le côté inflammatoire plutôt kératosique. Tout ça rentre en compte dans le choix du traitement biologique. Donc là, on va s'intéresser principalement à la balance bénéfice-risque et donc sur l'efficacité de ces médicaments à court et long terme. Donc, vous avez ici représenté le nombre d'essais par an sur le psoriasis depuis les années 1965 et vous voyez une courbe quasi exponentielle, à peu près 200 essais par an qui sont publiés depuis les années 2000 sur cette thématique du psoriasis. Et donc, il est évidemment extrêmement compliqué, même pour des médecins qui vont lire particulièrement cette littérature, de faire la synthèse de l'ensemble de ces résultats. Et donc, il a été développé des méthodes, des revues systématiques et des méta-analyses qui permettent, pour une question précise, est-ce que l'étanercept est efficace dans le psoriasis, d'aller rechercher l'ensemble des essais qui répondent à cette question et de faire la somme de ces essais pour augmenter la puissance statistique et avoir une réponse la plus précise soit-elle. Ce type de méta-analyse classique ne permet pas de classer les molécules les unes par rapport aux autres, et c'est évidemment ce qui nous intéresse, nous, quand on prend en charge, excusez-moi, je vous ai perdu, quand on prend en charge des patients atteints de psoriasis. Donc, il y a eu d'autres méthodes qui ont été développées, et on parle de méta-analyse en réseau, et cette méta-analyse en réseau va permettre d'évaluer plusieurs traitements dans une seule et même analyse, et ça va combiner les résultats directs, donc des molécules qui ont été comparées l'une contre l'autre dans le cadre d'essais thérapeutiques, associées à des comparaisons indirectes. Ça veut dire qu'on va pouvoir comparer le traitement A au traitement B, alors même qu'il n'y a pas eu d'essai avec ces molécules. Il suffit qu'ils aient un comparateur commun, et c'est principalement le placebo. Et donc, ces méta-analyses en réseau, elles vont permettre de classer les traitements les uns par rapport aux autres en termes d'efficacité et de tolérance. C'est ce qu'on réalise dans l'équipe avec une revue Cochrane qui est mise à jour quasiment continuellement, en tous les cas une fois par an, depuis 2018. Et vous voyez qu'il y a une augmentation permanente du nombre d'essais qui sont inclus dans cette revue systématique et méta-analyse. Il y avait 100 essais et 40 000 patients en 2018, et puis sur la dernière mise à jour, 170 essais et 60 000 patients avec une vingtaine d'interventions qui sont évaluées dans ces revues. Donc, pour détailler ces données, donc 167 essais ont été inclus dans cette revue systématique, 60 000 patients qui étaient des patients adultes de 18 ans et plus, donc qui avaient un psoriasis en plaques modéré à sévère. L'ensemble des interventions ont été évaluées, même celles qui n'avaient pas d'autorisation de mise sur le marché, avec des traitements non biologiques, l'acide fumarique qui n'est pas disponible en France, qui est prescrit aux États-Unis, en Allemagne et plus récemment en Espagne, la citrétine, la cyclosporine et le méthotrexate, des traitements biologiques avec les 4 classes thérapeutiques que l'on a détaillées, et puis des petites molécules comme l'aprimilaste ou le 2-cravacitinib. Les comparateurs étaient l'un de ces traitements ou le placebo, et puis l'évaluation donc était l'obtention d'une rémission complète ou quasi complète qui est matérialisée par un score clinique qui s'appelle le PASI 90, c'est-à-dire 90% d'amélioration par rapport à l'état de base au moment de l'entrée dans l'essai. Et puis ça, c'était pour le critère d'efficacité, et le critère de tolérance, c'était la survenue d'effets indésirables graves, donc nécessitant une hospitalisation ou conduisant au décès. Tout ça a été évalué au moment de la phase d'induction, c'est-à-dire avant la 24e semaine. Donc, vous avez ici les principaux résultats. Donc ça s'appelle un réseau, et c'est l'image des 167 essais. Chaque rond est une intervention, donc on l'a dit, hein, il y a une vingtaine d'interventions, il y a un code couleur, vous voyez les anti-L17 étaient en violet par exemple, vous avez en rouge les anti-TNF, en vert là le seul anti-L12-23.
La taille du rond, c'est le nombre de patients qui sont inclus dans l'intervention. Et vous voyez que le plus gros rond, c'est le placebo, puisque chaque essai de phase 2 et de phase 3 a un groupe placebo. Et ça pose des questions éthiques sur l'utilisation de groupes placebo quand on fait un essai sur le psoriasis, alors même qu'il y a une vingtaine de traitements qui sont mis à disposition et efficaces. Enfin, c'est un autre sujet. Vous avez ici les traits qui sont les comparaisons directes entre 2 interventions, et l'épaisseur du trait, elle représente le nombre de fois où il y a eu cette intervention directe. Vous voyez, par exemple, l'étanercept et le placebo ont été souvent comparés l'un contre l'autre, beaucoup moins entre l'étanercept et le certolizumab. En tous les cas, encore une fois, cette méta-analyse en réseau va permettre de comparer l'efficacité du méthotrexate par rapport à l'efficacité de l'ixekizumab, alors même qu'il n'y a pas de trait direct pour les comparer. Vous avez ici ce qu'on appelle un forest plot et qui permet de classer, de faire un premier classement grossier des molécules les unes par rapport aux autres. Là, c'est l'efficacité, la rémission complète ou quasi complète. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que parmi les molécules les plus efficaces, on va l'infliximab, qui est le seul traitement intraveineux parmi les biomédicaments et qui est en pratique peu utilisé à cause de la nécessité de venir à l'hôpital. Et puis, les anti-IL-17 et les anti-L23. Donc, pourquoi grossier? Parce que ça nous donne une probabilité d'être le premier, d'être le deuxième, d'être le troisième, mais ça ne nous dit pas si le premier est différent du deuxième, qui est différent du troisième. Pour ça, on a ce qu'on appelle, je vais revenir sur cette diapositive, ça c'est juste pour, voilà, si vous êtes amené à lire, le tableau est illisible, ce n'était pas le but, c'est pour vous montrer que c'est ce qu'on appelle une league table, et là vous avez en diagonale chaque intervention et vous pouvez voir avec précision s'il y a une différence entre 2 comparaisons. Par exemple, vous voyez ici que les patients sous bimekizumab, un anti-L17, ont, je ne sais pas moi, 1,75 fois plus de chances d'être en rémission complète ou quasi complète quand on les compare à l'adalimumab. Donc, c'est vraiment le tableau principal d'une méta-analyse en réseau. C'est ce qu'il faut regarder quand vous lisez ce type d'article. Pour résumer sous une forme beaucoup plus digeste, vous avez ici l'efficacité des molécules qui sont extraits donc des résultats du réseau. Et à part l'infliximab qui est un petit peu à part, mais les essais sont très vieux, c'est le plus vieux biomédicament, donc probablement sur des populations qui avaient reçu moins de biomédicaments avant, qui étaient peut-être moins sévères. Donc voilà, ces résultats sont un peu à prendre de côté, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de différence entre ces quatre biomédicaments, à savoir les 3 anti-L17 et le risankizumab. Et puis après, ça décroche un petit peu pour le secukinumab, le guselkumab. Et une fois que ça redécroche encore pour tous les anti-TNF et l'ustekinumab. Donc là, on est vraiment sur des résultats de la phase d'induction, donc à court terme, dans les moins de 6 mois, pour l'obtention de la rémission complète ou quasi complète pour ces patients les plus sévères. Juste un petit focus sur cette nouveauté thérapeutique. Florence en a parlé, mais c'est vraiment un médicament qui n'a pas encore d'AMM en Europe, le deucravacitinib, et qui a fait l'objet, donc là aussi, de 2 essais de phase 3 en parallèle, avec un point intéressant, il se comparait à l'aprémilase, qui est un autre traitement oral du psoriasis, et puis il y avait toujours ce groupe placebo. Dont on a parlé. En tous les cas, il y avait 300 patients qui étaient randomisés dans le bras de deucravacitinib, 170 dans le groupe apremilast, la même chose dans le groupe placebo, des patients qui avaient un psoriasis plutôt sévère, hein, un PASI important. 40% d'entre eux avaient reçu au moins un premier traitement biologique antérieur, et puis on regardait s'ils étaient en rémission, s'ils étaient en quasi-rémission à la 16e semaine. Que nous donnent les résultats? Vous voyez, la courbe bleue, là, c'est l'obtention du PASI 75, donc 75% d'amélioration. Si on se compare avec nos 90% d'amélioration qu'on voit, qu'on a utilisé dans la revue systématique et la méta-analyse, c'est 42% d'amélioration
sous deucravacitinib, on est plutôt dans 70-75% d'amélioration avec les traitements biologiques, mais bien au-deçà de l'autre traitement oral qui est l'apremilast. Donc, c'est un traitement tout à fait intéressant pour des patients qui ne veulent pas passer le cap des traitements sous-cutanés ou par injection. Les résultats sont tout à fait intéressants. Peu d'effets secondaires, des pharyngites et des infections respiratoires hautes, mais non sévères. Et donc, cet essai conclut à la supériorité du deucravacitinib par rapport à l'apremilast. Il en était de même pour son essai parallèle Poétique PSO2 qui a été publié au même moment. Ces deux essais ont conduit à une approbation par la FDA du deucravacitinib pour les patients atteints de psoriasis modérée à sévère. Très rapidement, qu'en est-il de l'efficacité à long terme? Donc là, on change complètement de type de données. On s'est intéressé aux patients traités en France pour un psoriasis, donc qui étaient sous biomédicaments, et ça, c'est les résultats des données de l'assurance maladie. À partir des données de remboursement de l'assurance maladie, on peut identifier des patients qui ont un psoriasis et qui initient un biomédicament. Donc là, vous avez une cohorte, puisqu'on va les suivre, de 40 000 patients atteints de psoriasis qui débutent un premier biomédicament et qu'on va suivre jusqu'à un changement de biomédicament, jusqu'à l'arrêt de ce biomédicament ou le décès. Que nous donnent les résultats. Là, c'est des courbes de Kaplan-Meier. Là aussi, un code couleur. En noir, vous avez le groupe des anti-L23. En vert, l'ustekinumab. En violet, les anti-L17 et les anti-TNF en rouge. Donc, de façon assez visuelle, on voit que les anti-L23 sont les biomédicaments qui persistent le plus à long terme. On n'a pas de données après 3 ans parce qu'ils ont été commercialisés en 2019. Donc, on ne peut pas avoir plus de données que celles que je vous présente ici. On voit que les anti-TNF sont les traitements qui persistent le moins à long terme. Là, on est en année. Tout à l'heure, je vous parlais de 6 mois de traitement de phase d'induction. Là, vous avez des données pendant 8-10 ans. Donc, on est vraiment sur des données à long terme. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce traitement par ustekinumab, là, qui était moins bon que les anti-L17 ou que les anti-L23 en phase d'induction, finalement, quand on est répondeur, on maintient le traitement longtemps et de façon supérieure à d'autres anti-L17, par exemple. Donc, ça reste un traitement très important du psoriasis, cet anti-L12-23. Donc, ça rejoint ce que disait Florence. Finalement, vous avez à 2 ans, là, à 2 ans, il y a 50% des patients qui ont arrêté leur premier biomédicament. Et donc, ça nécessite d'en reprendre d'autres. Et donc, on reste sur une maladie chronique qui va durer 15, 20, 25 ans. Et donc, on a besoin d'avoir plusieurs options thérapeutiques quand on voit que la moitié des patients a arrêté son traitement au bout de 2 ans. Souvent par perte d'efficacité, puisqu'on remarque qu'ils en reprennent un autre tout de suite après. Pour les stratégies thérapeutiques, et ça sera la dernière diapositive, alors ça reste compliqué, ça nécessite d'interpréter d'autres données, d'avoir accès à d'autres résultats pour essayer d'avoir des sous-groupes de patients, que ce soit avec une présentation particulière de psoriasis, que ce soit tel ou tel type de comorbidité. Et donc, il y a des choses qui sont faciles, qui sont connues, et d'autres moins. Quand on a, par exemple, un psoriasis, un rhumatisme psoriasique associé, quand on doit choisir un biomédicament, on choisit un anti-TNF ou un anti-L17 quand on a une atteinte axiale, parce qu'il n'y a pas d'efficacité des anti-L12-23 ni des anti-L23 sur l'atteinte axiale du rhumatisme psoriasique. Quand on a une association avec une maladie inflammatoire chronique intestinale, on ne prescrit pas d'anti-L17 au risque d'aggraver la maladie sous-jacente. Et donc, voilà, on en revient au traitement anti-TNF, anti-L12-23, et puis très bientôt, là, ils ont eu leurs essais de phase 3 avec de très bons résultats, bientôt mise à disposition pour les patients atteints de Crohn et de RCH, ces anti-L23.
Pour les patients qui ont des cardiopathies ischémiques, attention aux voies par anti-L12-23 et anti-L23 s'ils ne sont pas équilibrés, parce qu'on a observé, on a décrit, rapporté des accidents vasculaires graves, comme des infarctus du myocarde ou des accidents cérébraux. Et puis, un dernier exemple, mais c'est loin d'être exhaustif, pour les patients qui ont une atteinte, une insuffisance cardiaque qui est non contrôlée, pas d'anti-TNF parce qu'on va leur aggraver leur insuffisance cardiaque. Donc, c'est des petites choses comme ça qui restent encore à explorer, qui font l'objet de nombreuses études. Encore une fois, l'objectif, c'est d'aboutir à une prescription, alors j'aime pas le terme, la plus personnalisée possible, en tous les cas par sous-groupe, pour trouver le meilleur biomédicament à un moment donné, à un temps T pour un patient. Pour conclure, donc, de nombreux traitements systémiques, plus de choix topiques là, dans les mois, années qui vont arriver. À court terme, une efficacité supérieure des anti-L23, puis des anti-L17, puis de l'ustekinumab et enfin les anti-TNF. Mais on a vu qu'à long terme, à cause des arrêts et de la perte d'efficacité, on avait besoin de nombreuses lignes thérapeutiques. Donc, il n'est pas question d'en exclure totalement une. Et puis, surtout, des données en sous-groupe sont nécessaires pour adapter au mieux la prise en charge thérapeutique. Je vous remercie pour votre écoute et puis nous sommes à votre disposition pour d'éventuelles questions. Petit message, oui. Écoutez, encore une fois, merci pour votre attention. Et puis, nous pouvons rester à votre disposition pour d'éventuelles questions à distance du webinaire. Bonne continuation et bonne soirée. Bonne soirée.